salut internaute, ça me fait super plaisir d'être avec toi aujourd'hui. Et le sujet, c'est ça. Alors qu'est-ce que le montage? Si tu le sais pas, tu le sais sûrement, je sais pas. Donc le montage, en fait ça porte bien son nom, c'est véritablement comment tu montes un film. Un film est d'abord scénarisé, donc c'est véritablement un travail d'écriture qui consiste à détailler, comment dire, une narration scène par scène. Et après ça, dans la version du scénario final, tu vas avoir la version, le shooting script, comme on appelle, où tu vas avoir tous les cuts, les fondus, etc. Chaque scène, comment est-ce que chaque scène se termine, et on va le monter de cette manière-là. Donc au montage, tu vas avoir tout ce qui est fondu, par exemple, pour réellement, comment dire, faire une transition d'une scène à une autre qui ne sont pas spécifiquement collées dans la narration, l'une à l'autre. Tu vas avoir juste des cuts, ce qu'on appelle des cuts. Donc vraiment, ça coupe. Les youtubeurs utilisent beaucoup ça. Hein. Il y en a qui font à la chaîne, ils disent trois mots, ils cut, trois mots, ils cut, trois mots, ils cut. Donc vraiment, tu vois comment ça fait, ça coupe, coupe, coupe. Au cinéma, on le fait souvent. Au niveau du montage, tu as plein d'affaires aussi qui sont réellement différentes. Tu vas avoir du chant contre chant, naturellement. Donc ça fait aussi partie du montage. Je parle, la personne en face de moi parle, et on fait, comment dire, on discute comme ça, de cette manière-là, en chant contre chant. Le plan séquence, que lui j'avais beaucoup aimé, donc je te renvoie à la vidéo que j'avais fait sur le plan séquence, qui lui est très très difficile parce qu'évidemment on coupe pas, donc c'est dans la narration, dans l'intégralité du mouvement, on suit avec la caméra un personnage pendant un grand nombre de minutes. C'est là la différence d'ailleurs que je te dirais qui est intéressante entre le cinéma et le théâtre, c'est que le théâtre étant plus ou moins un long plan en séquence, c'est sûr que des fois les acteurs sortent et re-rentrent dans le décor, mais quand ils sont dans le décor et quand ils sont en scène, il faut qu'ils connaissent leur texte, il faut qu'ils soient dans leur personnage jusqu'à la fin de leur scène, qui peut être quand même relativement longue au théâtre, ce qui n'est pas le cas au cinéma, grâce au fait que chaque scène est quand même coupée de manière assez rapide souvent. Donc tu peux te tromper, tu n'es pas obligé d'apprendre tout ton texte par cœur, etc. etc. Bref, tu as quand même plusieurs possibilités. Donc ça prend aussi, le montage c'est vraiment à tous les niveaux selon la manière de filmer, donc tu vas aussi avoir des travelling, et selon le travelling, après ça, sur l'ordinateur, on va monter de manière différente. Parce que le montage a aussi évolué. Il y a une certaine époque, quand moi j'avais commencé mes études en université, c'était le début des montages à vide, mais on était encore aussi sur les bobines, on était entre les deux. Donc à l'époque, ils montaient réellement sur les bobines de film, ils coupaient, ils raccordaient, et on faisait un montage à ce niveau-là. Le montage est aussi en post-production, ce qu'on appelle post-production, c'est-à-dire que un film n'est jamais ou très rarement tourné en son direct. Donc on va filmer et on va se redoubler, l'acteur va se redoubler en arrière, en post-production, quand le film est terminé, pour avoir une voix qui est plus surréaliste, mais que nous, en tant que spectateurs, on trouve réaliste, parce que le cinéma, c'est cette manière-là de poser, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo précédente, une réalité que nous, on conçoit comme étant la réalité telle qu'il faut qu'elle soit en tant que spectateur, que si on verrait la vraie réalité, ça nous dérange. Il y a beaucoup de films d'ailleurs indépendants qui ne fonctionnent pas, ou qu'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, parce qu'ils sont trop ancrés dans une réalité qu'on connaît. On aime ça, fonctionner avec les standards du cinéma qu'on nous a inculqués au fur et à mesure qu'on regardait des films. Un film n'est jamais, ou très très rarement, tourné de manière chronologique. Donc le montage est très important. Pourquoi? Parce que un film repose toujours sur les endroits qu'il loue. Donc ils vont louer, tu vas voir n'importe quel film, ils vont louer des espaces extérieurs, des espaces intérieurs, etc. Et c'est sûr qu'ils ne peuvent pas le faire de manière chronologique, ne serait-ce que par rapport à ça, de garder un espace intérieur dans lequel il ne se passe strictement rien, parce qu'on a décidé de faire du tournage extérieur pendant ce temps-là, ne sera absolument pas rentable. Donc si on a loué un appartement par exemple pour faire toutes les scènes à l'intérieur de cet appartement-là, eh ben, on va toutes les faire de manière non chronologique. Toutes les scènes où le personnage en début de film il est dans cet appartement-là, en milieu de film il y retourne et à la fin ça se termine dans l'appartement, on va tourner ces scènes-là. Aussi les acteurs, tout simplement, parce qu'il y a des acteurs qui vont avoir X nombre de scènes, par exemple un personnage secondaire ou même un personnage encore plus moins important dans le film mais qui a quand même pas mal de lignes de dialogue, on ne va pas le garder tout le long du tournage
pour que ce soit chronologique et qu'à un moment donné, ah, ok, c'est à toi de tourner. Non, lui, pendant ce temps-là, il va pouvoir aller tourner un autre film, il va avoir fait ses scènes, c'est terminé, il s'en va ailleurs. Petite anecdote d'ailleurs à ce sujet-là, Alain Chabat pour Astérix et Obélix Cléopâtre. Ouais. C'était en 2002, il me semble, 2001 ou 2002 qu'il avait tourné ce film-là. Il avait eu, mon Dieu, comment il s'appelle, Omar et Fred. Il avait eu Omar et Fred pour une scène et finalement il pensait tourner la scène immédiatement et ça n'a pas été le cas. Et Omar et Fred sont restés 2 semaines sur le tournage pour finalement avoir leur scène qui a été faite où il n'y avait juste que quelques lignes, quoi. Donc ils étaient à l'hôtel, ils profitaient, ils faisaient strictement rien et ils étaient payés à rien foutre, quoi. Donc ça tu le fais pas, en général tu le fais pas, mais là c'était une erreur, pas d'Alain Chabat, mais c'était une erreur un petit peu de la production. Je laisse Alain Chabat où il est, c'est un très grand créateur, je l'aime beaucoup. C'est une erreur un peu de la production qui s'est cafouillé, il savait pas trop où est-ce qu'il s'en allait, bon bref. Je vais parler de Serpico pour donner un petit peu des idées de film, comment ça fonctionne, parce que Serpico c'est assez, après tout ce que j'ai pu expliquer, mais le montage est plus vaste que ça, mais ça comprend tout ce que j'ai dit. On va laisser Serpico à côté, là. Je ne mettrai pas sur l'image, ici. Le montage aussi, c'est les effets spéciaux, c'est tout ce qui inclut tout ça dans le montage. Je parle beaucoup là. Par exemple, j'ai vu hier Aquaman, qui est la pire merde qui a jamais existé. J'ai haï ce film-là. Waouh. C'est mauvais. Bref, mais je ne suis pas là pour donner mon opinion personnelle sur le film, mais Aquaman, il y a énormément dans Aquaman de montage, je l'avais vu, de montage, comment dire, d'effets spéciaux à tous les niveaux. C'est-à-dire que même les cheveux, les acteurs avaient les cheveux plaqués avec des points spécifiques pour qu'on puisse voir où mettre les cheveux qui vont dans l'eau, hein, parce qu'ils sont souvent dans l'eau. Donc tout ça est fait en CGI, est fait en effets spéciaux, donc c'est vraiment comment dire, un travail conjoint des monteurs et du gars qui fait des effets spéciaux. Des fois même le gars qui fait des effets spéciaux est aussi le gars qui fait le montage, carrément. Donc on voit qu'il y a quand même une implication du monteur à tous les niveaux, son et image. Serpico, pour revenir à Serpico, Serpico 1973 de Sidney Lumet avec Al Pacino est un film un petit peu spécifique par rapport au montage parce que il voulait que si tu as déjà vu le film, si tu l'as pas vu, va le voir, c'est un grand classique, hein, véritablement, qui est basé sur l'histoire vraie de ce monsieur-là, qui faisait partie de la police de New York. Véritablement, au fur et à mesure du film, Serpico, il y a les cheveux qui poussent et la barbe qui pousse aussi. À la fin, il y a une longue touche de cheveux, une longue barbe, et au début du film, il y a les cheveux très courts. Ce film-là a été tourné de manière chronologique inversée. Parce que en fait, c'est tout l'inverse qu'ils ont fait. Al Pacino est arrivé avec les longs cheveux, la longue barbe, et ils ont coupé ça au fur et à mesure jusqu'à ce que ce soit très court. Donc c'est chronologie inversée, c'est assez intéressant. Pour le split screen, donc j'avais fait une vidéo sur le split screen, je t'y renvoie si tu veux avoir tous les détails de savoir comment le split screen fonctionne, mais c'est sûr que pour moi le film, comme je l'avais dit dans cette vidéo-là, de base du split screen c'est Hulk, Hulk, mais Hulk en anglais, 2003 de Ang Lee avec Eric Bana, Jennifer Connelly, Sam Elliott, etc. L'Oscar du meilleur montage en 1978, Star Wars épisode 4 New Hope. Je vais citer ce film-là, Star Wars, parce que en fait, à l'époque, c'était complètement novateur. Eux, ils ont inventé ça, Spielberg et Lucas, cette manière de monter les films comme un peu un comic book. Indiana Jones fonctionnait de cette manière-là un petit peu, mais Star Wars a cette fonction très spécifique où tu vois une scène et d'un seul coup, comment dire, soit ça ferme ou ça ouvre sur une autre scène, littéralement. Donc tu as comme une sorte de fondu très très particulière à Star Wars qui est assez intéressant. C'est pour ça qu'ils ont eu l'Oscar du meilleur montage, où carrément une scène et ça pousse l'autre scène, comme ça. L'image pousse l'autre image et boum, on tombe dans l'autre scène. Véritablement un montage un peu à la comic book. The Matrix et The 300, que je vais citer aussi, très rapide parce que je vois que le temps fuse. De 300, mon Dieu, Matrix des frères ou sœurs Wachowski à l'heure actuelle, de 300, c'était Bryan Singer, il me semble, 2007, et The Matrix 98, 97, je pense. Eux, ils avaient inventé un petit peu ce ralenti que tu peux voir qui est très épuré. Donc The Matrix, c'était le bullet time avec les appareils photo en arc de cercle. Et ça donne un aspect panoramique et à la fois de ralenti du mouvement. Puisqu'on n'est plus en 24 images par seconde, mais c'est très très clarifié. Ce que tu retrouves aussi dans The Fight Club en 1999, dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente
de David Fincher avec Brad Pitt, Norton et Edward Norton et Sarah Bonham Carter. Euh, alors là, le montage est complètement hallucinant là-dedans. Il y a un gros effort de montage, surtout pour 1999. Hein, on est quand même au début des ordinateurs. Donc, tu as toute la scène de Ikea, par exemple. Tout est écrit sur l'écran. Ou le montage aussi de la scène de sexe entre Brad Pitt et Sarah Bonham Carter. Bonham Carter, je ne sais plus son prénom. J'en avais parlé dans une vidéo précédente, donc j'en parlerai pas. Oui, je vais en parler quand même. Où tu as la musique et en même temps tu as comme un phénomène comme ça où ça tourne autour. On reprend un petit peu le bullet time, c'est très épuré, les acteurs sont habillés et finalement dans le film on voit qu'ils sont nus parce que tout a été retravaillé sur la pellicule avec un effet un petit peu comment dire, de brouillé quelque part qui est voulu, qui est très épuré, très bien fait. De cette manière-là. M. Night Shyamalan, j'en avais parlé aussi, mais c'est tous des réalisateurs que j'aime beaucoup dans le cinéma. M. Night Shyamalan, justement, on parlait des chants contre chants. Lui, il y a une manière spécifique de faire. Il emploie très rarement. Il y en a, évidemment, il y en a, c'est sûr. Il y en a dans tous les films, mais il emploie très rarement les chants contre chants. Lui, il aime ça, les profondeurs de chant. Donc, tu vas voir les deux personnages qui parlent, mais dans le même chant. Donc on les voit de côté, c'est assez intéressant comment c'est filmé, c'est très novateur, c'est très Hitchcockien. Il utilise un petit peu Hitchcock sa manière de faire. Il faut dire qu'un chant contre chant, pour finir avec ça aussi, c'est assez drôle comment c'est fait parce que ça sera peut-être une vidéo bonus, ça, parce que c'est vraiment trop long. Chant contre chant, t'as vraiment, tu tournes tout, si tu sais pas comment ça marche, tu tournes, je sais pas si tu sais comment ça marche, tu tournes tout ce que moi j'ai à dire par exemple, parce qu'un chant contre chant, c'est ça, c'est une ligne de dialogue que je dis, le personnage d'en face me répond, il me dit une autre ligne de dialogue, je lui réponds, etc. Ok, on se renvoie la balle un petit peu comme ça, et un chant contre chant, moi je vais dire toutes mes lignes de dialogue, lui va y répondre en arrière de la caméra, et je vais continuer comme ça, et après ça on tourne la caméra et on refait le même exercice. Et quand on va monter, eh ben on va monter avec les deux images. Donc on fait la scène littéralement deux fois. À l'heure actuelle, c'est vrai que je pensais à la scène par exemple de 40 Years Old Virgin avec Steve Carell. Je l'ai revu récemment, ma conjointe l'avait mis à la télé. Steve Carell, Seth Rogen et puis Paul Rudd notamment. Il y a cette scène là où il se fait épiler qui est anthologique. Parce que Steve Carell se fait épiler dans la scène, mais en fait pour vrai, et les autres acteurs n'étaient pas au courant, c'était juste Apatow, le réalisateur, qui le savait, et Steve Carell qui avait dit non, mais pour que ce soit plus réaliste, on va le faire véritablement. Et cette scène-là, il filmait en fait, qui est très comique, là, parce qu'on voit la réaction des acteurs qui n'est absolument pas joué en arrière. Eux, ils ne savaient pas qu'il allait le faire réellement, ils pensaient que c'était, parce que c'était censé être faux au départ. Une fausse épilation, et en fait c'est une vraie, mon Dieu, ça a dû être tellement douloureux. C'est filmé par 4 caméras en même temps. Donc on voit qu'à l'heure actuelle, on est capable de faire du montage beaucoup plus rapide. Tous les montages des derniers films, MCU, etc., l'univers Marvel, fonctionnent avec James Cameron, tout ça, ils fonctionnent avec la technologie de pointe hallucinante. Parce que les autres films en ont, mais eux, ils sont encore plus avancés. Donc eux, ils ont carrément un système avec eux où ils peuvent voir le film. Qu'est-ce que ça va donner quand il va être monté? La caméra elle-même fait comme une sorte de montage au fur et à mesure, et après ils peuvent retravailler ça puisque tout est informatisé à l'heure actuelle. C'est assez intéressant à voir aussi. Bref, parenthèse fermée, la scène de Jackie Brown dont je voudrais parler aussi, j'en ai parlé dans La Voix... dans quoi? Non, la Black Exploitation. La fameuse scène de Jackie Brown où on voit, il me semble c'est Robert De Niro avec... je me souviens plus du nom de l'actrice, désolé. Ils vont dans un magasin et après ça on voit Michael Keaton avec je sais plus qui non plus et on voit la même scène vue par des personnages, Bridget Fonda, vue par des personnages, c'est exactement la même scène mais vue par deux sortes de personnages différents. Donc on revoit la même scène mais pas de la même manière. C'est vraiment un chef-d'œuvre cette scène-là, j'ai adoré comment c'était fait. Au niveau du son, je citerai deux films, Hit en 1995 et Star is Born qui vient de sortir il n'y a pas longtemps avec Bradley Cooper et puis Lady Gaga. Hit avec Al Pacino, Robert De Niro, Tom Sizemore, Val Kilmer, etc. Qui pour moi est un très grand film de Michael Mann. Hit, il y a une scène, en fait, scène de la banque, où ils sortent de la banque et ils se mettent à tirer comme des cinglés entre la police et l'équipe de Robert De Niro avec des gros fusils d'assaut. Je ne connais pas la marque spécifique de ce fusil-là.
c'est une des rares scènes dans le milieu du cinéma qui est tournée en son direct. Donc si tu te demandes qu'est-ce que un AK-47 ou un film, un fusil automatique ou semi-automatique fait comme bruit, c'est ce son-là. J'ai toujours adoré cette scène-là à cause de ça, je l'ai vu 1 million de fois, juste à cause de cette spécificité-là. Il y a une musique en plus qui va avec que j'aime beaucoup, mais cette spécificité-là. Vraiment, la spécificité d'entendre le son direct d'une arme à feu, c'est incroyable. Tu peux te dire que si quelqu'un tire avec une arme à feu au centre-ville, tu vas l'entendre. Hein. C'est pas comme dans les films. Dans les films, en fait, le son est carrément épuré, quoi. C'est incroyable le son que ça fait. Donc lui, il l'avait fait en son direct. Regarde la scène, juste la scène, tu verras, juste à cause de ça, parce qu'avec le son direct, ça donne un effet tellement décuplé, j'aime vraiment beaucoup. C'est sûr que c'est plus réaliste aussi, quelque part. Et A Star is Born, parce que Lady Gaga avait vraiment, au départ, le film devait être fait comme tous les autres films, c'est-à-dire on fait un film musical, mais ça se passe en lip-sync un peu, hein, donc tout se passe en post-prod, on rechante en post-prod quand c'est le cas, ce qui n'a pas été le cas. Et je suis pas vraiment d'accord avec ça, avec Bohemian Rhapsody, puisque c'est véritablement Freddie Mercury qui chante dans ce film-là, et non Rami Malek, alors que dans le nouveau film, Rocketman, je pense, qui va sortir bientôt avec Taron Egerton sur Elton John. C'est véritablement Taron Egerton qui rechante les chansons d'Elton John avec sa manière à lui. Et j'ai hâte de voir le film parce que je trouve qu'il a vraiment un talent monumental. J'ai entendu ça sur Internet, là, comment il chante. C'est sa voix, mais en même temps, on dirait la voix d'Elton John, c'est génial. Ou les Doors d'Oliver Stone, ou Val Kilmer, à un moment donné, chantait carrément mieux que Jim Morrison. Donc dans un film comme ça, moi je pense que tu dois véritablement, même si tu n'es pas un chanteur, faire l'effort de chanter. C'est un film sur la chanson, sur un chanteur, sur un groupe de musique, c'est normal. Et dans A Star is Born, Lady Gaga a dit non, non, nous on fera pas de post-prod. Et c'est la première fois que c'est arrivé dans le milieu du cinéma sur un film musical, ils ont chanté en direct. Donc dans tout le film, si tu ne savais pas, c'est comme ça, Bradley Cooper et Lady Gaga ont chanté en direct devant un micro public qui a été élargi par le CGI, mais quand même il y avait des gens, et véritablement ils ont chanté comme si c'était un concert. Et du coup Bradley Cooper qui se disait oh, c'est bon, ça va être en post-prod, donc j'ai pas besoin véritablement de prendre des cours de chant parce qu'on va retravailler ma voix après ça, au niveau du montage justement, a dû prendre des cours de chant. Parce que là il pouvait pas, tout a été pris en son direct. Je terminerai là-dessus. En ce qui concerne les films, ça sera sûrement une vidéo bonus. Donc ce sera peut-être pas un segment. On verra comment je fais mon montage. Bref, c'était pour parler grosso modo du montage. Il existe plein d'autres choses dans le montage, évidemment, du film. Mais pour te donner une idée de c'est quoi le montage, et tu vois que c'est quand même relativement important et énorme. C'est sûr qu'il y a beaucoup de réalisateurs, je terminerai là-dessus aussi, parce que j'y pense tout de suite, qui s'incluent dans le montage, même si dans le processus du montage, même s'il y a un monteur professionnel qui est sur place. Donc je pense à Kevin Smith, à Tarantino ou à Luc Besson, sont des gens qui vont eux-mêmes faire le montage de leur film. Donc pour le monteur ou pour le directeur de la photographie, parce qu'ils filment eux-mêmes aussi, ça doit être assez horrible, parce qu'ils prennent le job des autres en tout cas. Mais bon, peu importe, j'imagine que quand tu travailles avec ces gens-là, tu le sais. Donc c'est ça, ça va finir ce que je voulais dire sur les films. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine. Ciao. Bye. C'est ça.